Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à une nouvelle édition de notre programme quotidien direct. Nous allons parler de quelques événements qui ont marqué ces dernières 24 heures en Égypte et dans la région, commençant avec le président Assisi qui aujourd'hui a inauguré le complexe des forces armées de L'Galais, situé face au pont Al-Galais, dont les travaux de développement ont pris fin. Le chef de l'État a également inauguré l'hôpital des forces armées qui porte le même nom après sa restauration. Lors de l'inauguration, le président a appelé à des efforts concertés pour atténuer les souffrances de pauvres et de leur permettre d'avoir une vie digne. Et nous passons aux activités du Premier ministre. Le Premier ministre Ibrahim Mahlab a visité aujourd'hui le gouvernorat de Soheg, accompagné par un nombre de ministres et de hauts responsables. Lors de cette visite, le Premier ministre a posé la pierre angulaire d'une usine de l'eau potable qui servira le gouvernorat. Et l'ingénieur Mahlab a également inspecté un nombre de nouveaux projets à Soheg qui se trouvent en Haute-Égypte. Pour la région, nous allons passer à la Libye où la mission de l'ONU en Libye a appelé aujourd'hui à la tenue le 9 décembre d'une nouvelle réunion de dialogue entre les protagonistes de la crise libyenne pour mettre fin aux violences dans ce pays livré à l'anarchie. Depuis la chute en 2011 du régime de Muammar Kadhafi, après une révolte de 8 mois, les autorités de transition n'ont pas réussi à former une armée et à asseoir leur autorité sur un nombre de milices qui font la loi dans le pays. Sarah Al-Maghrabi a les détails. Après consultation avec les parties libyennes, la mission de l'ONU en Libye appelle à un nouveau round de dialogue politique le 9 décembre. Ce sera indiqué la mission dans un communiqué sans donner précisé le lieu de la réunion ni les participants. Une annonce détaillée sera faite dans les prochains jours, a-t-on ajouté de même source. Une première réunion avait eu lieu fin septembre entre des membres rivaux du Parlement, élu en juin dernier et reconnu par la communauté internationale, mais n'a pas donné de résultat. Le chef de la mission, Bernardino Leon, a multiplié depuis quelques semaines les contacts avec les dirigeants du gouvernement d'Abdallah Seni et du Parlement qui siège à 1 millier de kilomètres à l'est de Tripoli. Ce Parlement a été toutefois invalidé par la Cour suprême libyenne le 6 novembre, une décision qui a mis dans l'embarras la communauté internationale. Depuis, le Congrès général national, le CGN, l'ancien Parlement dominé par les islamistes, a repris service sous l'impulsion de la milice islamiste Fajr libyen, qui avait déjà installé un gouvernement parallèle à Tripoli. M. Lyon a rencontré aussi pour la première fois en novembre le président du CGN, Nouri Abou Sahmin. Des forces loyales au général Khalifa Haftar et aux autorités reconnues par la communauté internationale mènent actuellement des offensives à l'ouest de Tripoli ainsi qu'à Benghazi, dans l'est libyen, pour tenter de reconquérir les deux plus grandes villes du pays. Depuis la chute en 2011 du régime de Muammar Kadhafi, après une révolte de 8 mois, les autorités de transition n'ont pas réussi à former une armée et à asseoir leur autorité sur un nombre de milices qui font la loi dans le pays. Retour encore une fois en Égypte, la lutte contre le terrorisme qui vraiment passe par une phase très importante au Sinaï. Les forces de sécurité ont démantelé 20 foyers terroristes dans le nord de Sinaï dans le cadre d'un plan visant à purifier la péninsule des foyers criminels, notamment à Rafah et Sheikh Zouaïd, et d'imposer une autorité sécuritaire dans cette région en pleine tension. Lors de cette opération, 7 éléments terroristes ont été tués et 15 autres ont été arrêtés. Selon une source militaire, les personnes arrêtées ont participé à des attentats terroristes contre la police et les forces armées. Et à présent, un autre dossier de la région très important, le Yémen, où un attentat à la voiture piégée a visé aujourd'hui à Sanaa, la résidence de l'ambassadeur d'Iran. Une personne a été tuée et 17 autres blessés dans l'explosion survenue alors que l'ambassadeur d'Iran, Hassan Saïd Nam, n'était pas présent dans sa résidence située dans le quartier diplomatique de Sanaa. Les détails sur la situation actuelle au Sanaa et également au Yémen avec Sarah Al-Maghrabi.
Une personne a été tuée et 17 autres blessés dans l'explosion aujourd'hui d'une voiture piégée qui a visé la résidence de l'ambassadeur d'Iran. L'explosion survenue alors que l'ambassadeur d'Iran n'était pas présent dans sa résidence située dans le quartier diplomatique de Sanaa. Il s'agit de la deuxième attaque anti-iranienne cette année au Yémen. Le 18 janvier, un diplomate iranien avait été tué par balle alors qu'il venait de quitter cette même résidence. Un autre diplomate iranien enlevé en juillet à Sanaa est toujours en main de ses ravisseurs qui seraient des membres d'Al-Qaïda selon des sources tribales. L'identité de l'homme tué par l'explosion d'aujourd'hui reste incertaine. Un responsable des services de sécurité a indiqué qu'il était un garde de la résidence, tandis qu'un porte-parole du ministère de l'Intérieur a assuré qu'il était le fils d'un gardien de la résidence. L'ambassadeur vient de prendre ses fonctions à Sanaa où il a présenté ses lettres de créance lundi. À Téhéran, le vice-ministre des Affaires étrangères a confirmé à la chaîne iranienne en arabe Al-Alam qu'aucun diplomate iranien n'avait été blessé dans l'attaque, mais souligné que le bâtiment avait subi des dégâts. Selon la conflagration a fortement endommagé la résidence et provoqué un cratère de 2 mètres de profondeur. Des maisons avoisinantes et des voitures garées alentour ont été également endommagées. L'attaque qui n'a pas été revendiquée est survenue dans un contexte d'importantes tensions confessionnelles au Yémen, où l'Iran à majorité chiite est accusé par les sunnites et les autorités d'aider les milices chiites aussi du mouvement Ansarullah. Retour encore une fois en Égypte, mais cette fois-ci pour savoir un verdict de la Cour pénale de Giza qui a condamné à mort hier 188 personnes pour le meurtre de 13 policiers en août 2013, 2 mois après la destitution de Mohamed Morsi. Les condamnés étaient accusés d'avoir participé le 14 août 2013 à une attaque meurtrière visant le commissariat de Kirdassa, un village dans la banlieue du Caire. Conformément à la loi égyptienne, les peines capitales prononcées hier par un tribunal de Giza seront soumises à l'avis purement consultatif de Moufti, le représentant de l'islam auprès des autorités. Puisqu'on a parlé de l'islam, on doit parler d'un des piliers ou le minaret de l'islam sunnite, non seulement en Égypte, mais partout dans le monde, l'Azhar, un forum international pour la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. C'est tenu aujourd'hui au Caire, le forum qui a regroupé des hommes de religion musulmans et chrétiens de 120 pays vise à affirmer que l'islam est tout à fait loin des actes terroristes et extrémistes. Lors du forum, le cheikh d'Al-Azhar, Cheikh Ahmed Al-Tayyib, a condamné les crimes barbares commis par le groupe terroriste Daesh en Irak et en Syrie. Les détails avec Sarah Al-Maghrabi. Le Forum international pour la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, qui a regroupé des hommes de religion musulmans et chrétiens de 120 pays, s'est tenu aujourd'hui au Caire. Le forum vise à affirmer que l'islam est tout à fait loin des actes terroristes et extrémistes. Les ambassadeurs des pays islamiques et de pays étrangers ont également assisté au forum, qui a examiné les mécanismes nécessaires de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. Cheikh Ahmed Al-Tayyib, le cheikh d'Al-Azhar, l'une des plus prestigieuses institutions de l'islam sunnite, a condamné aujourd'hui lors du forum les crimes barbares commis par le groupe terroriste Daesh en Irak et en Syrie. À l'ouverture de la conférence rassemblant des dignitaires religieux d'une vingtaine de pays dont l'Arabie Saoudite, l'Iran et le Maroc, Cheikh Tayyib a déclaré que les groupes armés commettent des crimes barbares en revêtant les habits de cette religion sacrée et se sont donnés pour nom l'État islamique dans une tentative d'exporter leur faux islam. Je me demande jour et nuit les raisons de cette sédition aveugle et de ce malheur arabe entaché par le sang, a indiqué le cheikh d'Al-Azhar. Il a fait porter à l'Occident une part de responsabilité, citant en exemple l'Irak qui, 11 ans après son invasion par les États-Unis, est livré à des milices rivales, ce qui a conduit à des bains de sang, ajoutant que la situation était similaire en Syrie. Il a également appelé la coalition anti-djihadiste conduite par les États-Unis à combattre aussi les pays qui soutiennent le terrorisme financièrement et militairement. Le cheikh a cependant reconnu qu'il ne fallait pas ignorer notre propre responsabilité dans l'apparition de l'extrémisme
qui a donné naissance à des organisations comme Al-Qaïda et à d'autres groupes armés. Dans ce contexte, le secrétaire général d'Al-Azhar, Dr Abbas Choumen, avait tenu dimanche une conférence de presse pour déclarer les détails du forum. Il avait souligné que le forum revêt une importance particulière car il révèle le vrai visage du terrorisme. Choumen a par ailleurs appelé le monde occidental à cesser d'accuser l'islam et les musulmans de terrorisme. Le groupe terroriste Daesh s'est emparé de pans entiers de l'Irak à la faveur d'une offensive fulgurante lancée début juin après avoir pris le contrôle de vastes territoires en Syrie.